Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo sur le chapitre 2 où l'on parlera des transformations réelles et quasi-statiques des gaz parfaits et où l'on présentera quelques cycles thermodynamiques. Alors avant de commencer à parler des transformations des gaz parfaits, il faut rappeler que la relation qu'on a établie lors de la vidéo précédente qui donne la variation de la fonction d'état énergie interne d'un gaz parfait ΔU égale CV delta T. Donc ici petit u c'est une énergie interne spécifique en joules par mole ou en joules par kilogramme. Cette relation-là, pour un gaz parfait, elle est donc valable quelle que soit la transformation thermodynamique. Donc on peut l'appliquer systématiquement. Par contre, pour calculer les échanges de chaleur, les échanges de travail, éventuellement les variations des variables d'état ou d'autres fonctions d'état, on va devoir utiliser des équations qui dépendent de la transformation qu'on va faire subir à ce gaz parfait. Et pour cela, on va se référer en règle générale à quelques grandes familles de transformations particulières. Alors ces grandes familles de transformations, il y en a en fait 4. Et pour simplifier, on considérera les cas où le seul travail qui s'applique au système est le travail des forces de pression. Il y a tout d'abord les transformations isocore ou isovolume. Dans le cas d'une transformation isocore ou isovolume, on sait calculer les apports de chaleur, les échanges de chaleur à partir de la variation de température. Donc là, de nouveau, il s'agit d'échanges de chaleur molaires ou massiques, c'est-à-dire d'échanges de chaleur spécifiques. Et on peut très facilement calculer le travail des forces de pression. Donc pour cela, on se réfère à l'expression la plus générale pour calculer le travail des forces de pression qui est l'intégrale de moins Px dV, donc l'intégrale de moins la pression extérieure par les variations de volume. Et puisque les variations de volume sont nulles, le travail des forces de pression sera évidemment nul. Le deuxième cas correspond à celui des transformations isobares. De nouveau, on sait facilement calculer les apports de chaleur à l'aide de la relation Q égale Cp delta T, toujours une chaleur spécifique en joules par mole ou en joules par kilogramme. Et pour calculer le travail des forces de pression, on applique une fois encore la même démarche, c'est-à-dire qu'on part de la relation générale qui nous dit que le travail des forces de pression est égal à l'intégrale de moins Px de dV. Et puis, s'agissant d'un système isobare, la pression P étant homogène à l'intérieur du système, on se retrouve donc dans le cas d'un équilibre mécanique entre la pression extérieure au système et la pression du système. Donc on peut remplacer dans l'intégrale Px par la pression du système. Cette pression étant constante, on la sort de l'intégrale et le travail des forces de pression est donc donné par le produit entre l'opposé de la pression et la variation de volume du système. Enfin, les deux derniers cas correspondent aux transformations isothermes quasi-statiques ainsi qu'aux transformations adiabatiques quasi-statiques. Et pour ces deux cas-là, dont on parlera un petit peu plus en détail dans les minutes qui suivent, il va falloir écrire quelques lignes pour calculer le travail des forces de pression et éventuellement les échanges de chaleur. Donc commençons par les transformations isothermes quasi-statiques. Et sur une transformation isotherme quasi-statique, par définition, la variation d'énergie interne est nulle puisque la température initiale est égale à la température finale. A priori, puisque cette transformation n'est ni isovolume ni isobare, on ne sait pas calculer directement les échanges de chaleur. Par contre, on va pouvoir déterminer le travail des forces de pression WP. Donc on en fait ici la démonstration pour une mole. On repart une fois de plus de l'expression générale qui nous donne le travail des forces de pression, donc l'intégrale de moins Px dV. La transformation étant quasi statique, on a donc un équilibre entre la pression du système et la pression extérieure, ce qui nous permet de remplacer la pression extérieure par la pression du système dans l'intégrale. Mais une fois qu'on a fait ceci, on ne sait toujours pas calculer cette intégrale, puisqu'ici on a le volume et là la pression
qui dépend du volume. Donc il faut utiliser l'équation d'état des gaz parfaits pour exprimer la pression en fonction de la température et du volume. Donc cette fois-ci, on a exprimé P en fonction de T et V et on a une intégrale qui fait intervenir la température et la variable d'intégration qui est le volume. S'agissant d'une transformation isotherme, on peut sortir la température constante de l'intégrale, comme on sort de la même manière la constante universelle des gaz parfaits. Il ne reste plus qu'à intégrer un dV sur V, et ça, nous l'avons déjà fait à de multiples reprises. Un dV sur V qu'on intègre entre un état initial 1 et un état final 2, ça nous donne le logarithme du volume final V2 sur le volume initial V1. Donc on a trouvé une expression qui nous permet de calculer le travail des forces de pression en fonction des variations de volume. Et puis on en déduit facilement par un bilan d'énergie, puisque ΔU est nul, que Q est égal à moins WP est égal à RT fois le logarithme de V2 sur V1. Et je rappelle encore une fois que ces expressions-là sont valables pour une chaleur ou un travail molaire. Si vous voulez calculer la chaleur en joules et le travail en joules, il suffira de multiplier ces deux expressions par le nombre de moles du système. Alors, les transformations isothermes quasi-statiques, on peut les représenter graphiquement dans ce qu'on appelle un diagramme de Clapeyron. Un diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme PV dans lequel on fera figurer en ordonnée la pression du système P et en abscisse le volume molaire petit v ou le volume grand V du système. Et dans un diagramme de Clapeyron, une isotherme pour un gaz parfait va être représentée par une branche d'hyperbole. On le comprend tout de suite, puisque si votre système évolue de manière isotherme, à ce moment-là, on pourra écrire la pression P comme étant égale à RT sur petit v, d'après la loi des gaz parfaits. Et si votre fluide n'est pas un gaz parfait, à ce moment-là, l'isotherme sera représenté par une courbe qui sera un peu différente d'une branche d'hyperbole, mais qui sera finalement assez proche d'une branche d'hyperbole. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt du diagramme de Clapeyron, on va le retrouver pour tout type de fluide et pas seulement pour les gaz parfaits. Donc, lorsque votre système évolue de manière isotherme, il évolue sur une branche d'hyperbole. Et d'autre part, on va pouvoir aussi représenter graphiquement le travail sur un diagramme de Clapeyron, le travail des forces de pression, puisque ce travail-là est égal à l'intégrale de moins P dV. La pression, elle est donnée par la position sur la courbe, et les variations de volume dV vont se traduire par des variations de l'air sous la courbe, si bien que l'intégrale, moins PdV, sera représentée graphiquement par l'air sous la courbe entre le volume initial ici V1 et le volume final ici V2. Il faudra juste faire attention aux signes dans le cas d'une détente. Dans le cas d'une détente, donc le volume augmente. Donc on se déplace sur la courbe de la gauche vers la droite. dV est positif puisque le volume augmente, mais on a toujours notre signe moins dans l'intégrale de moins P dV. Donc cet air sous la courbe, dans le cas d'une détente, elle sera comptée négativement. Et puis forcément, dans le cas d'une compression, où l'on se déplace sur la courbe de la droite vers la gauche, l'air sous la courbe, elle sera comptée positivement. Alors si vous vous demandez à ce stade pourquoi est-ce qu'on s'amuse à représenter graphiquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron, en fait, on va voir dans quelques diapos que ce sera très utile pour calculer le travail complet sur un cycle thermodynamique. Mais avant ça, il va falloir qu'on parle des transformations adiabatiques quasi-statiques. Donc sur une transformation adiabatique quasi-statique,
on ne va pas avoir besoin de calculer les échanges de chaleur puisque la transformation étant adiabatique, elle se déroule sans échange de chaleur. Donc la chaleur Q ou le delta Q seront tous les deux égaux à 0 joule. L'équation bilan du premier principe, elle va donc être très simple et puis elle se réduira à écrire que du égale delta W pour des petites variations ou delta U égale W pour des variations plus prononcées de l'état initial à l'état final. Malgré tout, reste à savoir comment calculer la quantité du ou la quantité delta U. Dans le cas quasi-statique, en l'absence de forces autres que les forces de pression, on pourra écrire que du est égal à delta WP, donc les variations élémentaires de l'énergie interne seront égales au travail élémentaire des forces de pression, donc A moins PdV. Et pour un gaz parfait, on sait par ailleurs que du est égal à NCV dt. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à une équation différentielle, mais sous cette forme-là, l'équation différentielle, il va falloir qu'on la travaille encore un peu parce que y apparaissent trois variables d'état, les deux variables d'intégration ici température et volume, et puis la pression qui elle va dépendre à la fois de la température et du volume. Et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va exprimer la pression petit p en fonction de T et de V. Donc en utilisant la loi des gaz parfaits, c'est relativement simple, il suffit de remplacer P par nRT sur grand V, ce qui nous permet de faire cette fois-ci une séparation des variables. Donc on a bien le volume ici à droite de l'équation, par contre la température apparaît à la fois à gauche et à droite, donc on repasse le T de l'autre côté, donc on a du dt sur T égale moins grand R sur CV dV sur V. Le nombre de moles qui apparaissait ici à gauche et à droite, évidemment, se simplifie et disparaît. Donc à partir de là, l'intégration elle pose pas de difficulté. Notre équation différentielle elle va s'intégrer en logarithme de la température qui est égal à moins R sur CV fois le logarithme du volume, plus une constante évidemment. Et puis comme d'habitude, les logarithmes on n'en veut pas, on cherche à s'en débarrasser. Donc ici sur la diapo je m'en suis débarrassé en une seule étape. En fait, ce qu'on va faire, c'est que le moins R sur CV ln de V, on le repasse à gauche. Donc on a du ln de T plus R sur CV ln de V. Et le R sur CV ici, qui est en facteur du logarithme, on va le mettre à l'intérieur du logarithme. C'est-à-dire que R sur CV ln de V, on va le transformer en ln de V exposant R sur CV. Puisque vous savez que 2 fois logarithme de x, ça fait logarithme de x au carré. Donc moyennant ces transformations successives, et en prenant l'exponentielle, on trouve que le produit T fois V exposant R sur CV est constant. Et on va introduire le coefficient gamma qu'on a présenté rapidement lors de la dernière vidéo. Donc le coefficient gamma, il est égal à Cp sur CV. Donc le R sur CV qui est là, je vais le remplacer par Cp moins Cv sur Cv, puisque R est égal à Cp moins Cv. Et Cp moins Cv sur Cv, c'est égal à gamma moins 1. Alors le coefficient gamma, il faut prendre l'habitude de l'utiliser parce qu'à partir d'aujourd'hui, on utilisera énormément les transformations adiabatiques quasi-statiques et pour tous les calculs de transformation adiabatique quasi-statique, on utilise des formules de ce type-là où apparaît le coefficient gamma égale Cp sur Cv. Je suis allé peut-être un peu vite, en tout cas sous forme écrite, pour expliquer le passage de cette équation-ci à celle-là. Néanmoins, je vous incite à réécouter une nouvelle fois les explications que j'ai données oralement et à reproduire les étapes de manière autonome sous forme papier pour bien vous assurer que vous avez compris la démarche. Il n'y a rien de compliqué, mais si vous êtes capable de la refaire par vous-même,
vous n'aurez pas perdu votre temps. D'autant plus que, on va le voir sur la diapositive suivante, on ne se contentera pas d'utiliser cette seule formule TV gamma moins 1 égale à constante. Il y a deux autres relations équivalentes et il peut être assez utile de savoir passer facilement de l'une à l'autre. Avant de passer à la suite, je vous remontre juste la diapositive où on avait défini donc la relation entre CP et CV, c'est bien la relation de Mayer CP moins CV est égal à R ou CP égale CV plus R. Et puis on avait également défini le coefficient gamma comme étant le rapport entre CP et CV. Donc jetez-y un coup d'œil une nouvelle fois si vous pensez que c'est nécessaire, mais enfin réellement on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de la démonstration de la relation de Mayer. Par la suite, tout ce qu'il faut absolument savoir, c'est que CP égale CV plus R, ou CP moins CV est égal à R, et que gamma est défini comme étant le rapport des coefficients calorifiques à pression constante et à volume constant. Alors, avant de voir les différentes formes équivalentes à la relation CV gamma moins 1 égale à constante, il faut d'abord préciser qu'en règle générale, elle s'utilise entre l'état initial et l'état final d'une compression ou d'une détente adiabatique quasi-statique. C'est-à-dire que on ne va jamais écrire en pratique pour faire les calculs TV gamma moins 1 égale à constante, mais on écrira que T1 V1 gamma moins 1 égale T2 V2 gamma moins 1, où T1 représentera l'état initial, par exemple, de la transformation, et T2 l'état final. Ensuite, on va montrer qu'il existe deux autres formes équivalentes à cette relation TV gamma moins 1 égale à constante. La première, on l'obtient assez facilement en remplaçant la température dans l'expression de TV gamma moins 1 égale à constante. On remplace la température par PV sur NR. Donc on a donc une relation de la forme PV fois V gamma moins 1 sur NR égale à constante, c'est-à-dire PV fois V gamma moins 1 égale à constante, puisque le NR ici est une constante, et PV fois V gamma moins 1, ça devient PV gamma égale à constante, puisque V fois V gamma moins 1, c'est égal à V gamma. Donc la première forme équivalente à TV gamma moins 1 égale à constante, c'est PV gamma égale à constante. Encore une fois, cette constante-là, elle ne nous intéresse absolument pas. On utilisera cette formule entre l'état initial et l'état final en écrivant P1 V1 gamma égale P2 V2 gamma. Et puis ensuite, on va remplacer le volume par nRT sur P dans l'expression TV gamma moins 1 égale à constante. Donc on va faire apparaître la température exposant gamma moins 1 et puis la pression, enfin 1 sur P exposant gamma moins 1, donc P exposant 1 moins gamma. On aura donc P exposant 1 moins gamma qui apparaît directement ici, et puis T fois T exposant gamma moins 1, ça fait évidemment T gamma. Et donc la deuxième forme équivalente à TV gamma moins 1 égale à constante, c'est T gamma P1 moins gamma égale à constante. Et encore une fois, cette relation-là, on ne l'utilisera pas sous cette forme-ci, mais entre un état 1 et un état 2, un état initial et un état final, en écrivant par exemple que T1 gamma fois P1 1 moins gamma égale T2 gamma fois P2 1 moins gamma. Ces trois relations-là sont vraiment des relations qu'il faut connaître. Si vous n'arrivez pas à les apprendre par cœur, notez-les sur un aide-mémoire, mais on les utilise réellement extrêmement souvent et on les utilisera extrêmement souvent par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise très souvent des transformations adiabatiques quasi-statiques? C'est parce que la transformation adiabatique quasi-statique, qu'il s'agisse d'une compression ou d'une détente, c'est la manière théorique la plus simple qu'on a de représenter une compression ou une détente dans un cycle thermodynamique tel que un cycle de Carnot quelconque, un cycle de moteur Stirling, un cycle de turbine à gaz, un cycle de turboréacteur, etc., etc. Donc la transformation adiabatique quasi-statique, la détente ou la
compression adiabatique quasi-statique, c'est vraiment l'outil de base pour modéliser les cycles thermodynamiques. Alors, il nous reste maintenant encore une formule à voir pour calculer le travail des forces de pression, WP. Et pour cela, on va utiliser l'égalité PV gamma égale P1 V1 gamma. C'est-à-dire que la relation PV gamma égale constante, cette relation-là, il faut comprendre qu'elle est vraie sur l'ensemble d'une transformation. Donc elle est vraie tout le temps entre l'état initial et l'état final, et donc à tout moment, on pourra écrire qu'au cours de la transformation, PV gamma est égal à P1 V1 gamma à l'état initial. Et ceci va nous permettre de calculer le travail des forces de pression WP. Donc on fait l'intégrale de moins P dV. Donc la formule générale c'est ici avec la pression extérieure au système Px. Mais dans le cas d'une transformation quasi-statique, on remplace la pression extérieure par la pression du système. Et cette pression ici, qui nous empêche de calculer directement l'intégrale, on va la remplacer par la quantité P1 V1 gamma divisée par V gamma. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait apparaître moins P1 V1 gamma, et puis la division par V gamma, je l'ai mis sous la forme d'un produit par V exposant moins gamma. La quantité P1 V1 gamma, c'est une constante qu'on va pouvoir sortir de l'intégrale. Ne restera plus qu'à intégrer le moins V moins gamma dV, et V moins gamma dV, ça s'intègre en V1 moins gamma, je rajoute 1 à l'exposant, et je divise par la valeur de l'exposant. Donc ici la valeur de l'exposant c'est 1 moins gamma, mais comme on a un signe moins ici, on a écrit directement gamma moins 1. Donc voilà le résultat de l'intégrale, P1 V1 gamma divisé par gamma moins 1 multiplié par V exposant 1 moins gamma entre l'état initial V1 et l'état final V2. Lorsqu'on développe ce qu'il y a entre les crochets, évidemment on fait apparaître V2 1 moins gamma moins V1 1 moins gamma. Et puis lorsqu'on développe de nouveau en multipliant par les termes constants qui sont devant, P1 V1 gamma multiplié par V2 1 moins gamma apparaît ici. Et puis P1 V1 gamma multiplié par V1 1 moins gamma reste évidemment uniquement la quantité P1 V1. Et puis il nous restera juste à simplifier le premier terme ici en nous souvenant que P1 V1 gamma c'est égal aussi à P2 V2 gamma, et donc de nouveau P2 V2 gamma multiplié par V2 exposant 1 moins gamma, ça fait P2 V2. Donc on a bien trouvé une formule qui nous donne le travail des forces de pression WP en fonction de la pression et du volume à l'état final et à l'état initial. Alors en pratique, cette expression P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1, cette expression donc on l'utilisera assez rarement. En fait, on ne pourra l'utiliser par exemple lorsque on nous demande de calculer le travail des forces de pression sans passer par le calcul de la température, ou bien lorsqu'on ne dispose pas de la température. Mais c'est relativement rare. En fait, le plus simple pour calculer le travail des forces de pression, ce sera de déterminer un delta T, c'est-à-dire la variation de température lors de la compression adiabatique quasi-statique ou lors de la détente adiabatique quasi-statique, et puis ensuite de s'appuyer très simplement sur l'équation bilan de l'énergie interne. Et cette équation bilan de l'énergie interne, elle nous dit que puisque les échanges de chaleur sont nuls, on a la variation d'énergie interne qui, pour un gaz parfait, est égale à NCV delta T, qui est également égale au travail des forces de pression. Et puis, vous remarquerez que quelle que soit la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on utilise NCV delta T ou bien cette formule-ci, P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1, dans les deux cas, on ne fait pas de calcul d'intégrale. Donc ces calculs d'intégrale, ils ont déjà été faits en cours et c'est ce qui a permis de déterminer les formules qu'on utilise en règle générale. Et pour terminer avec les transformations adiabatiques quasi-statiques, on va voir qu'on peut également les représenter graphiquement dans un diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire dans un diagramme PV.
La seule différence par rapport aux isothermes quasi-statiques, c'est que la pente va être plus prononcée. Donc c'est toujours des branches d'hyperbole, mais avec des pentes plus prononcées que les isothermes quasi-statiques. Donc l'équation de l'hyperbole qui permet de représenter une transformation adiabatique quasi-statique dans un diagramme PV, en fait elle est de la forme P égale une constante divisée par V gamma. Encore une fois, cette constante, on ne la connaît pas nécessairement, c'est juste une manière de représenter les choses. Le gamma ici, le rapport CP sur CV, il est toujours supérieur à 1. Donc cette hyperbole-là, elle aura une pente plus prononcée que l'hyperbole des isothermes quasi-statiques, parce que l'équation des isothermes quasi-statiques, c'était P égale nRT sur V. Et puis de la même manière, on a évidemment la même représentation graphique du travail, puisque le travail c'est l'intégrale de moins P dV, donc ça correspond toujours à l'air assuré sous la courbe lorsque le système évolue par exemple d'un volume V1 à un volume V2. Avec la même convention de signe, un travail qui sera négatif lors d'une détente et un travail qui sera positif lors d'une compression. Donc si vous voulez comparer ici sur ce schéma-là les deux transformations, donc vous avez l'adiabatique quasi-statique qui apparaît ici avec son équation P égale une constante divisée par V gamma et l'isotherme quasi-statique qui apparaît là avec son équation P égale nRT sur V ou une constante divisée par le volume exposant 1. On va maintenant faire un exercice pour voir un peu de quelle manière on peut appliquer les relations qu'on vient de déterminer. L'énoncé de cet exercice nous dit que la température d'inflammation d'un mélange air-gasoil est d'environ 600 degrés C. Et dans les moteurs diesel, ce qui permet d'atteindre une telle température, c'est la compression de l'air. Donc le principe d'un moteur diesel consiste à comprimer l'air qui aura été aspiré par le moteur, le comprimer jusqu'à des pressions très élevées, de telle sorte à ce qu'il s'échauffe. Et une fois que votre air est suffisamment comprimé et suffisamment chaud, on injecte le carburant dans la chambre de combustion, le carburant s'enflamme et c'est ce qui permet de repousser le piston vers le bas. Donc c'est ce qui est figuré sur ce schéma-là. On comprime l'air. Une fois que l'air est suffisamment comprimé et suffisamment chaud, on injecte le carburant. Le mélange air-carburant s'enflamme et repousse à ce moment-là le piston vers le bas. Donc pour notre exercice, on va supposer que l'air est introduit dans le cylindre à une pression de 1 bar et à une température de 298 Kelvin. On suppose également que la compression est adiabatique quasi-statique, ce qui, je vous le rappelle, est en règle générale l'hypothèse la plus simple que l'on puisse faire pour modéliser un cycle thermodynamique. Et on nous demande quel doit être le rapport volumétrique V1 sur V2 minimal pour que on puisse, dans un moteur diesel, atteindre cette température de 600 degrés C. Et on fera le calcul en prenant un gamma d'environ 1,4 pour l'air. Donc le rapport volumétrique, c'est le rapport entre le volume maximum disponible pour l'air lorsque le piston est en bas du cylindre et le volume minimum de la chambre de combustion lorsque le piston est en haut du cylindre. On va donc effectuer le calcul en utilisant l'une des trois relations qu'on a calculées précédemment, donc soit PV gamma égale à constante, soit TV gamma moins 1 égale à constante, soit T gamma P1 moins gamma égale à constante. Donc je précise encore une fois que ces constantes n'ont rien à voir entre elles et qu'on ne va pas non plus s'intéresser au calcul de cette constante. Donc la question maintenant c'est laquelle de ces trois relations va-t-on devoir choisir? Eh bien tout simplement, ce qu'on nous demande de calculer c'est un rapport volumétrique, donc il va falloir qu'on choisisse une relation dans laquelle le volume intervient, donc ça exclut la troisième. Et puis ce rapport volumétrique,
il va falloir qu'on le calcule à partir d'une variation de température, puisque les données de l'énoncé nous disent que la température passe de 298 Kelvin à 600 degrés C. Et puis on en profite pour remarquer que les unités ici ne sont pas équivalentes. Donc puisqu'on va devoir calculer un rapport volumétrique à partir d'une variation de température, le plus logique, ce sera donc de choisir la deuxième de ces trois relations. Ensuite, on déroule simplement le calcul. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, on écrit notre relation TV gamma moins 1 égale constante entre l'état initial et l'état final. On la transforme de manière à faire apparaître le rapport V1 sur V2 qu'on nous demande de calculer. Donc, on pourra écrire que V1 sur V2 exposant gamma moins 1 sera égal à T2 sur T1. Et puis directement, on écrira que V1 sur V2 est égal à T2 sur T1 exposant 1 sur gamma moins 1. Puisque si vous prenez cette équation-là complète, que vous portez les deux termes à la puissance 1 sur gamma moins 1, l'exposant ici disparaît, et autour du T2 sur T1, vous faites apparaître un exposant 1 sur gamma moins 1. Donc une fois qu'on a fait cette petite gymnastique qui n'a rien de compliqué, il reste à passer à l'application numérique. Donc on n'oublie pas ici de transformer les 600 degrés Celsius en 873 Kelvin. En bas, on a les 298 Kelvin qui correspondent à la température d'admission. Le 1 sur gamma moins 1, donc c'est 1 sur 1,4 moins 1. Et lorsqu'on fait le calcul, on trouve un rapport volumétrique qui vaut 14,7. Et en pratique, dans les moteurs diesel, les rapports volumétriques sont de l'ordre de 20, parce que évidemment, il peut arriver que l'air rentre à des températures inférieures, voire très inférieures à 298 Kelvin. Il faut que dans ce cas-là, on soit sûr que le mélange air-gasoil pourra s'enflammer. Alors, cela ne nous était pas demandé dans l'énoncé, mais on peut également calculer le travail de compression. Donc ce travail de compression WP, puisque c'est un travail des forces de pression, il sera égal à CV delta T. La valeur du CV n'était pas non plus donnée dans l'énoncé, mais pour l'air, on peut prendre en général 21 joules par mole et par Kelvin. Et on trouve un travail de compression qui est de l'ordre de 12,1 kJ par mole. Alors ce travail de compression en tant que tel, il ne sert pas à grand chose, puisqu'on ne sait pas quelle quantité d'air on va comprimer, et puis on ne sait pas non plus quel sera le travail de détente qu'on va récupérer pendant la phase où le piston redescend dans le cylindre. Mais je vous l'ai mis ici pour illustrer qu'on peut très facilement calculer le travail une fois qu'on a déterminé la variation de température. On va maintenant aborder la dernière partie de ce chapitre et de cette vidéo, celle qui parle des cycles thermodynamiques. Alors c'est une partie assez importante parce que les cycles thermodynamiques, on en parlera donc ici au chapitre 2 et puis ils constitueront finalement l'essentiel du chapitre 3. Donc on va commencer par un rappel, et ce rappel, c'est la définition d'une transformation cyclique. Une transformation cyclique, comme son nom l'indique, c'est une transformation pour laquelle l'état initial et l'état final sont identiques. On avait déjà défini ce qu'était une transformation cyclique lors du chapitre 1, et je vous avais dit que en fait une transformation cyclique ça ne servait pas à grand chose, parce que au cours de cette transformation, si l'état initial est égal à l'état final, finalement, il ne se passe rien. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les cycles thermodynamiques, c'est-à-dire une suite de transformations telles que, une fois qu'on aura parcouru le cycle, c'est-à-dire l'ensemble des transformations successives, l'état initial soit identique à l'état final, ou l'état final soit identique à l'état initial. Les cycles, on a coutume de les représenter graphiquement sur des diagrammes. Alors, il peut y avoir d'assez nombreux types de diagrammes permettant de représenter les cycles thermodynamiques,
Dans le cadre de ce chapitre-là, on verra les diagrammes de Clapeyron essentiellement, donc les diagrammes PV, et c'est pour cela que sur les diapositives précédentes, on a pris le temps de montrer qu'on pouvait calculer ou représenter graphiquement le travail de compression ou de détente. Donc la représentation graphique d'un cycle thermodynamique, alors quel que soit le type de diagramme qu'on va utiliser, elle va faire apparaître des points particuliers, donc ici A, B, C, D et E, qui correspondent en fait aux extrémités, c'est-à-dire aux états initiaux et aux états finaux, des transformations élémentaires qui vont définir ce cycle. Et puis on va utiliser la même hypothèse que celle qu'on avait faite au premier chapitre, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe un équilibre thermodynamique au début et à la fin de chaque transformation, c'est-à-dire qu'on va supposer que chacun des points particuliers du cycle correspond à un équilibre thermodynamique. Alors c'est bien évidemment faux dans la réalité, mais ceci étant, ça nous permet de calculer les évolutions du système propre à chaque transformation élémentaire et du coup faire des premiers calculs de bilan sur le cycle pour par exemple calculer un rendement. Et puis pour faire les bilans d'énergie, on va exploiter la propriété d'invariance de toute fonction d'état sur une transformation cyclique, c'est-à-dire que lorsque je parcours tous les points du cycle pour partir d'un point initial et revenir à un point final qui est le même, par exemple ici le point A, la variation de la fonction d'état énergie interne ne peut qu'être nulle puisque les états initial et final sont identiques. Grâce à ce bilan d'énergie, qui dit en fait que la chaleur échangée est égale à l'opposé du travail échangé, et bien si je suis capable de calculer les échanges de chaleur, je serai capable de déterminer les échanges de travail, et inversement, si je suis capable de déterminer les échanges de travail, je serai capable de déterminer les échanges de chaleur. Et en fait, un cycle thermodynamique, ça sert donc essentiellement à ça. Ça sert soit à transformer la chaleur en travail, ce sera le cas des cycles moteurs, ou bien l'inverse, à transformer le travail en chaleur, et ce sera le cas des cycles récepteurs. Alors un cycle moteur, on imagine très bien ce que ça peut être, un cycle de turbine à gaz, de moteur à combustion interne, un cycle de Carnot, etc. Par contre, les cycles récepteurs, si vous n'avez pas immédiatement l'idée de ce que ça peut représenter, tout simplement, un cycle de machine frigorifique, ce sera un cycle récepteur, donc c'est un cycle qui reçoit du travail pour favoriser des échanges de chaleur, soit dans une direction, soit dans une autre, suivant qu'on cherche à valoriser la chaleur libérée à haute température, ou bien à profiter de la chaleur qui sera prélevée à basse température, par exemple dans un réfrigérateur ou dans un cycle de climatisation. Donc un cycle moteur sert à transformer la chaleur en travail et un cycle récepteur sert à transformer du travail en chaleur. Il faut donc qu'on soit capable de faire la différence entre les cycles moteurs et les cycles récepteurs. Un cycle moteur sera en fait toujours parcouru dans le sens horaire, c'est-à-dire de A vers B, puis de B vers C, de C vers D, de D vers E, puis de E vers A. Alors dans ce cas, le travail de compression, donc le travail de compression, c'est ce qu'on fera par exemple en allant de A à B, ce sera l'air sous la courbe quand on ira de A à B. Ce travail de compression, il sera inférieur en valeur absolue au travail de détente. Donc le travail de détente, c'est le travail qu'on pourra récupérer lorsqu'on ira de C à D, puis de D à E. Donc ce sera le travail sous le segment de droite CD et sous la courbe DE. Il sera représenté graphiquement par l'air sous le segment de droite CD, puis sous la courbe DE. Et on voit bien que l'air sous le segment de droite CD et puis sous la courbe DE sera bien supérieur à l'air sous la courbe AB. Donc dans ce cas-là, on a un travail négatif qui est supérieur en valeur absolue au travail positif de compression. Et
Le bilan global des travaux sur le cycle donnera un travail négatif et c'est ce qui nous définit un cycle moteur. Sur un cycle récepteur, ce sera évidemment le contraire. Un cycle récepteur, on va toujours le parcourir dans le sens anti-horaire, donc dans le sens trigonométrique, donc de A à E, de E à D, de D à C, de C à B, puis de B à A. Donc dans ce cas-là, les travaux de compression, lorsqu'on va de E à D, puis de D à C, pourront être représentés graphiquement par la totalité de l'air sous les courbes ED et DC. Ces travaux de compression sont des travaux positifs reçus par le cycle et ces travaux positifs seront supérieurs en valeur absolue au travail de détente que l'on a ici, qui sera représenté par l'air sous la courbe qui va de B à A. Donc la somme des travaux de E à D, puis de D à C, puis de B à A sera bien positive si le travail total ou le travail net est positif. On a affaire à un cycle récepteur, c'est-à-dire à un cycle qui reçoit du travail de la part du milieu extérieur. Alors évidemment, sur cette diapositive comme sur la précédente, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de travail de C à B ni de E à A, c'est parce que l'air sous un segment de droite verticale est évidemment nul. Arrivé ici, il va falloir définir ce qu'est le rendement d'un cycle thermodynamique, qu'on notera avec la lettre grecque eta. Il y a plusieurs manières de définir le rendement d'un cycle thermodynamique. Je vous propose la mienne, qui n'est peut-être pas la plus académique, mais qui a l'avantage de marcher à tous les coups. C'est le rapport entre une quantité utile et une quantité payée. Donc dans un cycle moteur, la quantité utile, ce sera le travail fourni par le cycle, et la quantité payée. Dans un moteur, ce que vous payez, c'est le carburant en règle générale, mais en pratique, c'est la quantité de chaleur qui va être fournie par ce carburant. Et dans un cycle récepteur, un cycle frigorifique, un cycle de climatisation, un cycle de pompe à chaleur, ce que vous payez, c'est le travail du compresseur et la quantité utile, ce sera la chaleur récupérée, soit à haut niveau de température s'il s'agit d'une pompe à chaleur, soit la chaleur prélevée à bas niveau de température s'il s'agit d'un cycle frigorifique ou d'une climatisation. Donc pour un cycle moteur, le rendement il sera égal au travail net sur l'ensemble du cycle divisé par la quantité de chaleur que vous fournissez au cycle. Alors attention, sur un cycle moteur tel que celui-là, A, B, C, D, E et retour en A, et si on suppose que la compression de A à B et la détente de D à E sont toutes les deux adiabatiques, vous avez un échange de chaleur de B à C, un échange de chaleur de C à D. Donc de B à C, on apporte de la chaleur de façon isovolume, de C à D, on apporte de la chaleur de façon isobar, et puis de E à A, on refroidit le fluide ou on refroidit le système de nouveau de façon isovolume. Donc la chaleur qu'on va payer pour faire fonctionner ce cycle, ce sera la chaleur fournie de B à C et la chaleur fournie de C à D. La chaleur qui est perdue par le cycle de E à A, en règle générale, c'est une chaleur qui retourne vers l'environnement. Typiquement, si votre cycle est un cycle moteur, la chaleur de E à A, ce sera la chaleur qu'on pourrait récupérer dans les gaz d'échappement ou dans le circuit de refroidissement du moteur. Le signe négatif qui apparaît ici, il n'est là que pour que le rendement soit positif. Parce que le travail net dans un cycle moteur, il est normalement négatif. Donc si on divise un travail net négatif par un apport de chaleur positif, on a un rendement qui est évidemment négatif. Et c'est pour cela qu'on met un signe moins. Il n'a pas d'autre utilité que celle-ci, simplement parce que c'est plus facile de parler d'un rendement positif que de parler d'un rendement négatif. Et puis pour les cycles récepteurs, il y a plusieurs cas possibles.
parce que la chaleur utile ne sera pas toujours la même. Donc s'il s'agit d'un cycle de pompe à chaleur, ce qu'on cherche à valoriser, c'est la quantité de chaleur qui sera fournie à haute température par le système. Et ce qu'on paye, c'est évidemment, je l'ai déjà dit, le travail fourni au cycle par l'intermédiaire, par exemple, d'un compresseur. Dans le cas des machines frigorifiques, cette fois-ci, la chaleur que vous cherchez à valoriser, c'est la chaleur qui sera prélevée par le système dans l'enceinte climatique. L'enceinte que vous cherchez à refroidir, donc qu'il s'agisse de l'intérieur d'un réfrigérateur, d'un congélateur, de l'habitacle d'une voiture ou d'un bâtiment. Et de la même manière, l'énergie qu'on paye, c'est le travail fourni au compresseur. Parce qu'une pompe à chaleur et une machine frigorifique, ça fonctionne exactement de la même manière. La seule différence, c'est que dans une pompe à chaleur, on valorise la chaleur qui est rejetée par le système, et dans une machine frigorifique, on valorise la chaleur qui est prélevée par le système. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un signe moins qui apparaît ici dans le rendement de la pompe à chaleur, parce que la chaleur rejetée par le système, puisqu'elle est rejetée, elle est négative. Tandis que le travail, lui, comme il est récupéré par le système, il est positif. Alors avec ces définitions-là, le rendement des cycles récepteurs, ils peuvent être en fait supérieurs à 1. La raison principale, pour faire court, c'est tout simplement que la chaleur, qu'il s'agisse de la chaleur à haute température ou de la chaleur à basse température, en valeur absolue, elle est en général supérieure au travail net fourni au cycle. Et du coup, ces quantités-là, on ne les appelle en général pas des rendements, on les appelle coefficients de performance, ce qu'on va abréger par l'acronyme COP. Alors j'y reviendrai dans une vidéo supplémentaire pour bien expliquer pourquoi dans certains cas en thermodynamique on peut avoir des rendements supérieurs à 1, et puis j'illustrerai ça dans le cas particulier des pompes à chaleur et des machines frigorifiques. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un cycle très important du point de vue de la thermodynamique, c'est le cycle de Carnot. Alors le cycle de Carnot, il est constitué de deux isothermes et de deux adiabatiques quasi-statiques. Donc si on le parcourt ici de A vers B, vers C, vers D, on réalise par exemple une première compression isotherme. Donc une compression isotherme, c'est une diminution de volume à température constante. Dans le cas d'un gaz parfait, on avait vu que l'isotherme, on pouvait la représenter dans un diagramme PV, dans un diagramme de Clapeyron, par une branche d'hyperbole d'équation nRT sur V. Cette première compression isotherme, elle est suivie d'une compression adiabatique, et on avait vu qu'une compression adiabatique quasi-statique, dans le cas des gaz parfaits, on pouvait la représenter dans le diagramme PV par une branche d'hyperbole d'équation P égale à une constante divisée par V exposant gamma, où gamma est le rapport des capacités calorifiques Cp sur Cv, et donc gamma est supérieur à 1. C'est pour ça que cette branche d'hyperbole ici, elle a une pente un peu plus prononcée que celle de la compression isotherme. Et puis une fois qu'on a fait la compression adiabatique, qui est donc une compression adiabatique quasi statique, je le répète, on va réaliser une détente isotherme, c'est-à-dire qu'on va augmenter le volume du fluide à température constante, et puis une détente adiabatique. Donc la détente isotherme, elle se fait de C vers D, et la détente adiabatique, elle se fait de D vers A. Attention au fait que sur une compression adiabatique et sur une détente adiabatique, il n'y a évidemment pas d'échange de chaleur, puisque ces transformations sont adiabatiques. Par contre, sur la compression isotherme et la détente isotherme, on va avoir des échanges de chaleur. Alors quand on comprime de manière isotherme, je vous le rappelle, on libère de la chaleur et il faut refroidir le fluide. Et sur une détente isotherme, lorsqu'on détend un fluide, en règle générale, il se refroidit. Donc si on veut que la détente soit isotherme, il faut lui fournir de la chaleur pour le maintenir à température constante. Alors pourquoi est-ce que le cycle de Carnot est un cycle très important du point de vue de la thermodynamique? Tout simplement, et on le verra au chapitre 4, parce que c'est le cycle le plus efficace. C'est le cycle le plus efficace pour
produire du travail à partir de chaleur, et c'est un cycle très proche de celui qu'on utilise par exemple dans les centrales thermiques, mais c'est aussi le cycle le plus efficace quand il est utilisé en tant que cycle récepteur. Alors je vous rappelle que si on utilisait ce cycle de Carnot comme un cycle récepteur, il faudrait le parcourir de A à D, puis de D à C, puis de C à B, puis de B à A. Donc il faudrait le parcourir dans le sens anti-horaire. Et en tant que cycle récepteur, le cycle de Carnot, c'est le cycle le plus efficace possible pour transférer de la chaleur d'une source froide vers une source chaude. Et en effet, les machines frigorifiques, les pompes à chaleur, fonctionnent en général en suivant un cycle de Carnot. Alors, en pratique, les cycles de Carnot sont rarement utilisés avec des gaz parfaits ou avec des gaz qu'on peut considérer comme parfaits. Ils sont le plus souvent utilisés avec des fluides à changement de phase. Et si vos fluides à changement de phase sont des corps purs, l'isotherme va également être une isobare, puisque les changements de phase pour les corps purs ont lieu à pression et à température constante. Donc les isothermes de A à B et de C à D vont également être des isobares au cours desquels on réalisera la liquéfaction du fluide dans le cas d'un cycle moteur de A à B, et puis l'évaporation du fluide dans le cas d'un cycle moteur de C à D. Et dans une centrale thermique, le fluide qu'on utilise, c'est en règle générale de l'eau, parce que c'est le moins cher et le plus facile à utiliser. Dans une machine frigorifique, donc dans un cycle récepteur, ce que l'on va utiliser, c'est des fluides frigorigènes. Alors les fluides frigorigènes, il y en a toute une panoplie. Historiquement, c'était par exemple plutôt l'ammoniac. Et puis il y a eu des fluides plus modernes comme le R12, le R22, le R410A, le R507C, etc., etc. On peut même utiliser de l'eau, mais c'est très rare. Et ce sont donc les changements de phase de ces fluides frigorigènes qui vont permettre les échanges de chaleur. En fait, avec des changements de phase, on a des échanges de chaleur qui sont beaucoup plus importants qu'avec un gaz. Et dans le cas des cycles récepteurs, l'évaporation du fluide, elle aura lieu à basse température et à basse pression, donc de B vers A, et la liquéfaction du fluide ou sa condensation aura lieu de D à C. Donc on va maintenant regarder comment calculer le rendement d'un cycle de Carnot, et on le fera dans le cas particulier où le cycle de Carnot est parcouru par un gaz parfait, parce que évidemment pour l'instant on ne sait pas modéliser, on ne saurait pas modéliser un cycle de Carnot qui serait parcouru par un fluide à changement de phase. Donc pour cela, on va commencer par exprimer les travaux et les échanges de chaleur élémentaires sur chacune des 4 transformations du cycle. On peut regarder par exemple le travail sur les isothermes. Alors le travail sur les isothermes, on l'avait déjà calculé sur une diapositive précédente, donc je vous la remontre pour mémoire. Si vous l'avez oublié, vous pouvez vous y référer parce que c'est quand même quelque chose d'assez important qu'on utilise assez souvent. Donc le travail sur les isothermes, il est donné par ces deux relations-là qui font intervenir les logarithmes du gaz aux extrémités A et B, et puis C et D des isothermes. Et puis interviennent aussi les températures. La température T1 pour l'isotherme à basse température, et puis la température T2 pour l'isotherme à plus haute température. On peut calculer de la même manière en changeant simplement le signe, la chaleur sur les isothermes. Alors la chaleur sur les isothermes, je vous rappelle que c'est l'opposé du travail puisque la variation d'énergie interne sur une isotherme pour un gaz parfait, elle est nulle. Donc delta U égale à 0, delta U égale Q plus W, donc Q est égal à moins W. Et puis on peut calculer le travail sur les adiabatiques, et le plus simple pour calculer ce travail, c'est d'utiliser le bilan d'énergie interne. Je vous remonte la diapositive. Puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur, vous avez la variation d'énergie interne qui est donc égale au travail. Voilà, donc on a maintenant les expressions des 6 échanges d'énergie élémentaires qui se produisent au cours du cycle. Donc 2 échanges de travail
sur les isothermes, 2 échanges de chaleur sur les isothermes et 2 échanges de travail sur les adiabatiques. Alors évidemment, d'après le premier principe, si on fait la somme de tous ces échanges d'énergie, de ces 6 échanges d'énergie, on a une somme qui est nécessairement nulle, puisque sur le cycle, la variation d'énergie interne est nulle. Et puis on peut aussi remarquer que le travail sur l'adiabatique BC, lorsqu'on comprime un fluide qui initialement est à la température T1 et puis qui à l'état final sera à la température T2, on a un travail qui vaut CV T2 moins T1. Et puis sur l'autre adiabatique, lorsqu'on détend un fluide qui initialement était à la température T2 et qui à l'état final sera à la température T1, le travail de détente c'est CV T1 moins T2. Donc on a un travail de détente qui est strictement opposé au travail de compression, donc du coup les travaux sur les adiabatiques disparaissent du bilan. On peut les laisser si on veut, mais ce sera plus simple si on les fait disparaître. Donc finalement, le bilan ne fait intervenir que les échanges de travail et les échanges de chaleur sur les isothermes quasi-statiques. Donc vous avez ces différentes expressions qui sont résumées ici. Et puis, on peut maintenant passer au calcul du rendement du cycle. Alors, pour un cycle moteur, le travail net ou l'opposé du travail net est égal à l'opposé de la somme du travail sur l'isotherme à température T1 et l'isotherme à température T2. Donc on peut exprimer de cette manière-là en reprenant les équations qu'on avait déterminées précédemment pour les isothermes quasi-statiques. Et puis la chaleur qu'on va apporter sur un cycle moteur, ce sera la chaleur qu'on apportera à haute température pendant la détente isotherme. Donc c'est cette chaleur-là qu'il faut faire figurer au dénominateur. C'est la quantité payée. Et cette chaleur-là, on sait la déterminer également à partir des relations qu'on a calculées pour les isothermes quasi-statiques. Donc on a déjà une première expression du rendement. Cette expression, ce n'est pas la plus simple qui soit, mais on va la simplifier. Alors pour simplifier l'expression du rendement, il faut qu'on considère ce qui se passe sur les adiabatiques. Donc sur les adiabatiques, à l'aide d'une des 3 expressions, je vous les rappelle, c'était PV gamma est égal à constante, TV gamma moins 1 est égal à constante, et puis T gamma fois V exposant 1 moins gamma est égal à constante. Donc si on utilise l'expression TV gamma moins 1 égale à constante, on peut écrire que entre D et A, on a le rapport VD sur VA qui est égal à T1 sur T2 exposant 1 sur gamma moins 1. Alors je vous laisserai regarder comment on peut calculer cette expression-là. Il suffira de vous référer à l'exercice qu'on a fait précédemment sur la compression de l'air dans un moteur diesel. C'est exactement le même raisonnement. Et puis sur la deuxième adiabatique quasi-statique, on va pouvoir écrire que VC sur VB est égal à T1 sur T2 exposant 1 sur gamma moins 1. Donc on voit ici que dans les deux cas apparaissent les températures T1 et T2 et c'est pas surprenant puisque dans les deux cas, soit on comprime entre T1 et T2, soit on détend entre T2 et T1. Et du coup, on peut écrire que VD sur VA est égal à VC sur VB. Et en faisant le produit en croix, on écrit que VD sur VC est égal à VA sur VB. Alors pourquoi VD sur VC et VA sur VB? Parce que VA sur VB apparaît ici et VD sur VC apparaît là. Donc ces quantités qui sont égales VD sur VC et VA sur VB, on les appellera petit a, et petit a ce sera un rapport volumétrique, comme dans un moteur diesel en fait, qui va caractériser le cycle. Donc on a introduit une première simplification, c'est-à-dire que dans les logarithmes qui apparaissent dans l'expression du rendement, n'apparaîtra plus que ce rapport volumétrique petit a. Du coup, les logarithmes sont tous identiques, du coup on les met en facteur et on les supprime de l'expression, et reste une expression très simple du rendement de Carnot,
T2 moins T1 sur T2, qu'en règle générale, on écrit sous la forme 1 moins T1 sur T2. Donc cette expression état égale 1 moins T1 sur T2, l'expression du rendement de Carnot, c'est quelque chose de fondamental du point de vue de la thermodynamique des systèmes parce que c'est réellement la limite maximale de l'efficacité d'un cycle moteur ou d'un cycle récepteur, quelle que soit finalement son architecture. Alors si cette démonstration vous a paru un peu fastidieuse, rassurez-vous, on en fera une beaucoup plus simple au chapitre 4 en utilisant la fonction d'état entropie. Mais en attendant, cette démonstration-là, elle n'est pas inintéressante du tout parce qu'elle a fait intervenir tout ce qu'on vient de voir sur les propriétés des détentes et des compressions isothermes quasi-statiques des gaz parfaits et des compressions et des détentes adiabatiques quasi-statiques des gaz parfaits. Donc elle n'est valable que pour un gaz parfait, mais elle nous a permis de réutiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les transformations particulières des gaz parfaits. Donc c'est assez important que vous soyez capable de comprendre comment on est arrivé à cette expression-là et d'être capable de le refaire par vous-même parce que tout ça repose sur des choses qu'on utilisera beaucoup par la suite. On va voir une application maintenant du rendement du Carnot. On va appliquer ceci au cycle à vapeur d'une centrale nucléaire. Alors dans une centrale nucléaire, pour des raisons de sécurité, la température de l'eau à la sortie du cœur est relativement faible, elle est de l'ordre de 300 degrés seulement. Et puis comme température de référence T1, c'est-à-dire comme température la plus basse du cycle, on considérera une température de 25 degrés, c'est ce qu'on fait d'habitude de manière un peu conventionnelle. Donc si on calcule le rendement de Carnot pour une centrale nucléaire, on applique la relation 1 moins T1 sur T2, donc T1 25 degrés ça fait 298 Kelvin, T2 300 degrés C ça fait 573 Kelvin, et on trouve un rendement de Carnot de 0,48. Alors évidemment, l'expression qu'on a calculée, nous, on l'a calculée en supposant que le cycle de Carnot était parcouru par un gaz parfait et pas par un fluide avec changement de phase, mais encore une fois, on verra au chapitre 4 que cette relation-là, elle est valable, quelle que soit la nature du fluide qui parcourt le cycle. Alors si on revient sur cette valeur de 0,48, elle est évidemment supérieure au rendement réel d'une centrale nucléaire ou d'un réacteur nucléaire. Le rendement réel, il est de l'ordre de 0,33 parce qu'il y a des pertes de diverses natures qui de toute façon ne permettent pas d'atteindre un rendement théorique. Mais le cas de la centrale nucléaire est intéressant parce que c'est typiquement un exemple d'application énergétique qui se retrouve effectivement limitée par le rendement de Carnot. Si la température en sortie de cœur était plus élevée, à ce moment-là, le rendement du cycle de Carnot serait meilleur et le rendement d'un cycle à vapeur de centrale nucléaire ou d'un réacteur de centrale nucléaire serait évidemment du coup meilleur. Alors à contrario, si vous prenez l'exemple qu'on verra un peu plus tard dans le chapitre 3 des turbines à gaz, dans une turbine à gaz, la température de combustion elle peut être très élevée, elle peut atteindre 1200 degrés C, voire plus. Et si vous calculez la valeur du rendement de Carnot pour une turbine à gaz, vous trouvez des valeurs qui peuvent être de l'ordre de 0,8, 0,9. Encore une fois, ça peut dépendre des cas. Par contre, le rendement réel d'une turbine à gaz, il n'est évidemment pas de l'ordre de 0,8 ou 0,9, il est plutôt de l'ordre de 0,4. Et l'exemple de la turbine à gaz, c'est un exemple où cette fois-ci, le rendement de Carnot n'est pas le facteur limitant. Il y a d'autres facteurs limitants pour une turbine à gaz, à commencer par le fait que le cycle thermodynamique théorique et le cycle réel d'une turbine à gaz ne collent pas exactement au cycle de Carnot. Et puis aussi on rencontrera des limitations liées au fait que la chaleur à haute température, elle pose des problèmes d'ordre technique lorsqu'il s'agit de la convertir en travail. Donc on va voir maintenant un autre exemple de cycle thermodynamique. On passera beaucoup plus vite que sur le cycle de Carnot. Il s'agit du cycle de Stirling. Il est composé, lui, de deux isothermes et de deux isochores. Donc on a d'abord une compression isotherme de A à B. Ensuite, on va introduire de la chaleur à volume constant de B à C.
On fera ensuite une détente isotherme de C à D et puis un refroidissement à volume constant de D à A. Donc au cours de la compression isotherme, le cycle continue à évacuer de la chaleur pour maintenir la température constante, et lors de la détente isotherme, il faut continuer à chauffer le gaz qui parcourt le cycle pour maintenir la température constante. Le cycle de Stirling, il est conçu pour être parcouru par un gaz, et en général c'est de l'air, et puis c'est un cycle qu'on va utiliser pour transformer en travail de la chaleur à basse température. Donc c'est un cycle moteur en règle générale, qu'on pourra toutefois dans certains cas, mais c'est assez rare, utiliser comme un cycle récepteur. Et donc là vous avez en fait les deux premières raisons pour lesquelles finalement le cycle de Stirling est beaucoup moins utilisé que le cycle de Carnot, voire même que l'ensemble des autres cycles moteurs. La première, c'est l'absence de fluide à changement de phase, ce qui donne, puisqu'on utilise un gaz, des systèmes qui sont relativement peu compacts. Et puis la deuxième, c'est l'utilisation de chaleur à basse température. Puisque vous convertissez en travail de la chaleur qui est à relativement basse température, eh bien on l'a vu tout à l'heure avec le rendement de Carnot, on va avoir des performances qui sont également relativement faibles. Par contre, à condition d'utiliser ce qu'on appelle un économiseur de chaleur, et on va montrer ce que c'est tout à l'heure, on va pouvoir montrer que le rendement théorique d'un cycle de Stirling ou d'un moteur Stirling est le même que celui d'un cycle de Carnot. Alors les architectures des moteurs Stirling, il en existe toute une panoplie. Donc ce que vous avez ici sur ce schéma, c'est un moteur Stirling de type alpha avec deux pistons qui oscillent, donc l'un dans un compartiment chaud ici où on va chauffer le gaz qui est cyclé et l'un dans un compartiment froid là où on va donc refroidir le fluide qui est cyclé. Et en fonction du mouvement des pistons, on va avoir un gaz qui oscille entre l'un et l'autre des deux compartiments. Ce que vous avez sur la photo de gauche, c'est un exemple d'application avec un panneau solaire rayonnant qui concentre la chaleur au niveau du point le plus chaud d'un moteur Stirling qui se situe ici. Donc par exemple, il faut imaginer que les rayons solaires sont concentrés au niveau de la paroi extérieure de ce cylindre. Et vous avez donc ici finalement la troisième raison pour laquelle on utilise relativement peu les moteurs Stirling, c'est parce que l'apport de chaleur se fait de manière externe. On n'apporte pas la chaleur directement à l'intérieur du cylindre comme on le fait d'habitude avec un moteur à combustion interne entre guillemets classique, et donc les échanges de chaleur une nouvelle fois sont moins efficaces. Alors malgré tout, le moteur Stirling il a d'autres avantages, et en particulier, comme il n'y a pas d'explosion à l'intérieur du cylindre, c'est souvent des moteurs qui sont plus durables que les moteurs à combustion interne, et puis c'est des moteurs qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux moins résistants et plus légers que les moteurs à combustion interne. Et puis ils ont cette capacité à convertir en travail une chaleur basse température, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Alors, pour calculer le rendement d'un cycle de Stirling, donc on ne considérera que le cas du moteur de Stirling, on va utiliser exactement la même démarche que pour le cycle de Carnot. Et donc, on va commencer par exprimer les travaux et les échanges de chaleur sur chacune des 4 transformations élémentaires du cycle. Donc on a tout d'abord les travaux sur les isothermes, donc le travail sur l'isotherme T1 de A à B, qui fait donc intervenir le logarithme des volumes VA et VB. C'est la même expression que celle qu'on a déterminée la dernière fois et que celle qu'on a utilisée pour le calcul du rendement de Carnot. Ne vous faites pas avoir, ici on a un signe moins, mais VB étant inférieur à VA, le logarithme est négatif, donc on a bien un travail de compression qui est un travail positif. De la même manière, le travail sur l'isotherme à T2 va être un travail négatif puisque le volume en D est supérieur au volume en C. On a également des échanges de chaleur sur les isothermes dont la valeur est exactement égale à l'opposé de celle
des travaux, donc les expressions sont celles-ci, c'est pas la peine d'en parler beaucoup plus. Et puis sur les isocores, de B à C et de D à A, on a un échange de chaleur, on n'a évidemment pas de travail, mais on a un échange de chaleur, et ces échanges de chaleur sont opposés, puisque de B à C, on passe d'une température T1 à T2, donc on a QBC qui est égal à CV T2 moins T1, et de D à A, on passe d'une température T2 à T1, donc on a QDA qui est égal à CV T1 moins T2. On peut appliquer l'équation du premier principe, puisque le cycle nous emmène de A vers A, on a la variation de l'énergie interne qui est nulle, et cette variation de l'énergie interne nulle est égale à la somme des 6 échanges d'énergie qui se produisent sur l'ensemble du cycle, ce que l'on peut résumer par cette équation-là. Et ceci, c'est suffisant pour déterminer une première expression du rendement. Elle va faire intervenir l'opposé du travail net au numérateur. Donc l'opposé du travail net, c'est l'opposé du travail sur l'isotherme à température T2 et du travail sur l'isotherme à température T1. Au dénominateur, ce que l'on fait apparaître, c'est les chaleurs qui sont fournies au cycle. Donc les chaleurs fournies au cycle, a priori, il y en a deux. Il y a la chaleur qu'on fournit entre B et C, et puis la chaleur qu'on fournit entre C et D, qu'on appelle QT2, sur l'isotherme à température T2 pour que la température du gaz reste constante lorsque son volume augmente. Alors en pratique, les moteurs Stirling vont fonctionner avec ce qu'on appelle un économiseur de chaleur. L'économiseur de chaleur, il permet en fait de transférer la chaleur qu'on récupère en refroidissant le fluide de D vers A pour la transmettre au fluide qu'on va réchauffer de B vers C. Ceci c'est donc parfaitement possible puisqu'on a vu que les échanges de chaleur de D à A et de B à C étaient strictement opposés. Les niveaux de température sont également strictement égaux puisque dans les deux cas on évolue entre T1 et T2 ou entre T2 et T1. Donc du point de vue théorique, récupérer la chaleur QDA pour la redonner au fluide entre B et C, c'est parfaitement possible. Et en pratique, comment fait-on ? On utilise dans les moteurs Stirling donc ce qu'on appelle un économiseur de chaleur qui est en fait un milieu poreux de forte capacité calorifique auquel le fluide chaud sortant du cylindre que vous avez ici en haut, auquel le fluide chaud va transférer une partie de sa chaleur. Donc le fluide chaud va se refroidir en passant à travers ce milieu poreux. Ensuite, le fluide qui va être refroidi au niveau du cylindre froid ici. Ce fluide, lorsqu'il va être expulsé du cylindre froid et qu'il retraversera dans l'autre sens l'économiseur de chaleur, le fluide va se réchauffer au contact de cet économiseur de chaleur. Alors concrètement, qu'est-ce que cela implique du point de vue du calcul du rendement? Eh bien que la chaleur QBC va être considérée comme une chaleur gratuite. Une chaleur gratuite, c'est une chaleur qui n'est pas fournie au cycle par l'extérieur. C'est une chaleur qu'on ne paye pas, évidemment. Et donc ce terme va disparaître de l'expression du rendement. Restera seule dans l'expression du rendement la chaleur QT2, donc celle qu'on fournit à haute température entre C et D, et puis évidemment les deux travaux au numérateur. Donc le travail sur l'isotherme à température T2, on peut le remplacer par l'opposé de la chaleur, ce qui va nous permettre de simplifier l'expression du rendement de cette manière-là pour obtenir 1 moins le rapport entre WT1 et QT2. Ensuite, on remplace WT1 et QT2 par leurs expressions qu'on a déterminées sur la diapositive précédente. Et ce qu'il nous reste à voir ici, c'est que le volume VB est égal au volume VC, que le volume VA est égal au volume VD. Donc VB sur VA
est égal à l'inverse de VD sur VC. Ce qui signifie que ce logarithme-là est égal à ce logarithme-ci au signe près. Du coup, les logarithmes disparaissent de l'expression du rendement, ainsi que la constante universelle des gaz parfaits, et il ne va rester que 1 moins T1 sur T2. Donc le rendement théorique maximum d'un cycle de Stirling est égal à 1 moins T1 sur T2, ce qui est exactement égal au rendement de Carnot. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur le cycle de Stirling. Normalement, vous avez tous les éléments pour être capable de refaire cette démonstration et de recalculer une nouvelle fois la valeur du rendement théorique. Comme pour le rendement de Carnot, cela fait intervenir à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'ici en termes d'échange de chaleur et d'échange de travail. Par contre, les cycles de Stirling étant peu utilisés en pratique, on n'en parlera plus dans la suite du cours. Et si vous ne deviez en retenir qu'un, c'est vraiment le cycle de Carnot qui est le plus important et le plus fondamental. Donc on va terminer ce chapitre et donc cette vidéo en parlant des cycles des moteurs à combustion interne et en particulier les moteurs à allumage commandé et les moteurs diesel. Donc on commence par les moteurs à allumage commandé et leur cycle caractéristique qui est le cycle de Baudrechas. Donc c'est un cycle qu'on utilise traditionnellement pour représenter le fonctionnement des moteurs à essence. Ces moteurs à essence, on les appelle moteurs à allumage commandé parce qu'il faut une étincelle produite par un arc électrique entre les électrodes de la bougie pour enflammer le mélange air-essence. Donc par opposition à un moteur diesel où on ne comprime que de l'air pour ensuite injecter du carburant, dans un moteur à essence, on comprime un mélange air-essence, mais jusqu'à des pressions et donc des températures qui ne seront pas suffisantes pour qu'il s'enflamme spontanément, et il sera nécessaire de l'enflammer en utilisant une bougie. Donc les bougies, si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble à ça. Il y a une électrode négative ou une électrode de masse qui est reliée à la structure générale du moteur et du véhicule. Et puis une électrode positive qui va être alimentée par ici par un fil haute tension. Et lorsqu'on connecte cette bougie à une haute tension, cela va générer une étincelle entre les électrodes et enflammer le mélange air-essence. Alors dans le cas de ce moteur qui est un des derniers moteurs Renault, c'est un moteur de 1,3 litre de cylindrée turbocompressé, donc on reviendra sur la suralimentation un peu plus tard. Les bougies d'allumage on ne les voit pas mais elles sont très certainement situées sous ces 4 bobines ici. Il y a évidemment une bougie par cylindre et ces 4 bobines elles sont chargées de fournir la haute tension pour que la bougie produise l'étincelle. Ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est le cycle thermodynamique qu'on a coutume d'utiliser pour modéliser le cycle à 4 temps de Baudrechas. Alors ce qui est assez sympathique, c'est que ce cycle de moteur à 4 temps, on peut le modéliser avec seulement 4 transformations thermodynamiques. Une compression adiabatique quasi-statique de A vers B qui va donc correspondre au moment où le piston remonte dans le cylindre et comprime les gaz. Un apport de chaleur à volume constant de B à C qui va correspondre évidemment à la combustion du mélange air-essence. Une détente adiabatique quasi-statique de C à D qui correspond au moment où le piston redescend dans le cylindre. Et une phase de refroidissement à volume constant qui correspond à peu près au moment de l'ouverture de la soupape d'échappement. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est que ces 4 transformations thermodynamiques ne correspondent pas exactement aux 4 temps du cycle technique de Baudrechas. Si vous voulez prendre en compte les 4 temps, il va vous falloir en fait 6 transformations thermodynamiques. Donc on va rajouter une phase de E à A qui correspond au moment où le piston redescend dans le cylindre alors que la soupape d'admission est ouverte, la soupape d'échappement fermée. Et lorsque le piston redescend dans le cylindre, c'est pour aspirer le mélange air-essence depuis l'extérieur ou depuis le système d'injection ou le carburateur.
Et puis pour compléter le cycle, il va falloir également rajouter le retour du piston de A vers E pendant la phase d'échappement, donc où la soupape d'admission est fermée, la soupape d'échappement est ouverte, le piston remonte dans le cylindre, donc sur le schéma se déplace de la droite vers la gauche pour expulser complètement les gaz d'échappement du moteur. Ceci dit, pour les besoins de la modélisation du cycle, il ne va pas être nécessaire de prendre en compte ces transformations de E vers A et de A vers E. Alors pourquoi ça? Parce que le travail correspondant à l'aspiration des gaz de E vers A, donc il y a bien un travail, puisque l'air sous le segment de droite de E vers A, cet air n'est pas nul et représente le travail d'aspiration. Mais ce travail d'aspiration va être exactement compensé par le travail de refoulement des gaz d'échappement de A vers E. Donc les deux airs sous les segments EA et AE sont évidemment égales, mais comme le segment est parcouru une fois dans un sens, une fois dans l'autre, les travaux sont exactement opposés et donc s'annulent. Et en fait, ce qu'on va prendre en compte pour la modélisation, c'est uniquement la partie fermée du cycle, puisqu'au point A, la soupape d'admission se ferme, les deux soupapes restent fermées entre A, B, C et D. Au point D, en pratique, la soupape d'échappement s'ouvre, mais vous voyez que du point de vue du cycle, on va considérer cette évolution comme une évolution à volume constant avec une perte de chaleur à volume constant, ce qui revient à supposer qu'on refroidit les gaz issus de la combustion du mélange air-essence directement dans la chambre de combustion. Alors évidemment, ceci c'est une approximation, mais du point de vue thermodynamique, et ça a son importance, on le verra notamment au chapitre 3, du point de vue thermodynamique, on modélise un cycle fermé. Alors le cycle à 4 temps, il est représenté ici donc avec le premier temps qui correspond au remplissage du cylindre avec le mélange air-essence lorsque le piston redescend. Ce que vous avez ici, c'est la bougie d'allumage. Ici, la soupape d'admission qui est ouverte pour laisser entrer dans le cylindre le mélange air-essence. Le deuxième temps du cycle correspond du point de vue thermodynamique à notre compression adiabatique quasi-statique, qui en réalité n'est évidemment pas quasi-statique puisque le piston remonte dans le cylindre relativement vite, et enfin c'est comme ça qu'on va la modéliser. Dans ce cas, les deux soupapes évidemment sont fermées. Le troisième temps du cycle correspond à la combustion entre B et C, puis à la détente adiabatique quasi-statique lorsque le piston redescend sur notre cycle thermodynamique. Donc ce troisième temps, il démarre lorsque la bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange air-essence. Lors de la combustion, le mélange air-essence s'échauffe considérablement, les gaz se dilatent et donc repoussent le piston vers le bas. Et puis le quatrième temps correspond à l'ouverture de la soupape d'échappement alors que le piston est encore en bas du cylindre. À ce moment-là, les gaz chauds dont la pression est encore supérieure à la pression atmosphérique vont s'échapper très rapidement dans la tubulure d'échappement et puis le piston remonte vers le haut du cylindre pour expulser la totalité des gaz d'échappement de ce cylindre. Et ce que l'on peut constater ici, c'est que pour réaliser un cycle complet, le piston va descendre une fois, remonter une première fois, descendre une deuxième fois, remonter une deuxième fois. Donc le vilebrequin qui permet de transformer le mouvement alternatif du piston en un mouvement de rotation, le vilebrequin va effectuer pendant le cycle complet 2 tours. Et la deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que sur ces 4 temps, seul le troisième temps est un temps moteur, donc un temps qui produit du travail mécanique. Alors pour être sûr que tout soit bien clair, je vais vous repasser ces 4 temps du cycle technique pour que vous puissiez les comparer avec les transformations du diagramme thermodynamique. Donc le premier temps d'admission qui correspond au segment de droite de E vers A. Le deuxième temps de compression adiabatique quasi-statique de A vers B lorsque le piston remonte. La combustion
de B à C, puis la détente qui correspondent au troisième temps. Et enfin le quatrième temps, l'échappement, avec un refroidissement à volume constant sur le diagramme thermodynamique. Et puis le segment de droite de A vers E lorsque le piston remonte dans le cylindre. Voilà, c'est tout ce qu'on dira sur le cycle de Baudrechas. Les calculs de rendement du cycle, on les fera en exercice. Vous vous apercevrez que c'est relativement facile à faire, puisqu'il y a 4 transformations relativement simples à prendre en compte dans le modèle de cycle. Et puis l'approche, encore une fois, est à peu près la même que celle qu'on a utilisée pour le cycle de Carnot et pour le cycle de moteur Stirling. On va parler rapidement du cycle de diesel maintenant. Le cycle de diesel diffère du cycle de Baudrechas en 2 points. Le premier, c'est qu'on va introduire de l'air seulement dans le cylindre et donc la compression de A vers B va pouvoir être beaucoup plus importante. Donc le point B va se déplacer vers le haut et comme on aura comprimé de l'air seul, il va falloir qu'en B, on introduise le carburant dans le cylindre, au moyen des composants qu'on appelle les injecteurs, qu'il s'agisse d'injection mécanique, électronique, haute pression ou basse pression. Mais le rôle des injecteurs dans un moteur diesel, c'est d'introduire le gasoil dans la chambre de combustion lorsque l'air a été comprimé jusqu'à une pression telle et une température telle que le carburant qu'on introduit s'enflamme spontanément. Par contre, la combustion dans un moteur diesel, on va considérer que c'est une combustion isobare. Pourquoi? Parce que l'injection du carburant prend du temps, elle n'est pas instantanée, et donc pendant qu'on injecte le carburant qui commence donc à s'enflammer, le piston commence à redescendre dans le cylindre, si bien qu'on ne peut pas considérer qu'on soit à volume constant, et on considérera au contraire que la combustion se produit à volume constant. Il y a donc 2 phases pendant lesquelles le moteur diesel produit du travail, la phase de combustion et la phase de détente. Alors que dans le moteur essence, je vous remonte le moteur essence ici, la phase de combustion ne produisait pas de travail. Dans un moteur diesel, on va avoir une aire sous le segment de droite BC qui sera non nulle, et donc la phase de combustion va produire du travail, comme la phase de détente adiabatique. Alors de nouveau, les calculs sur le cycle de diesel, on pourra les faire en exercice. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment, et on va terminer cette présentation en parlant de la suralimentation. Donc la suralimentation, on peut la réaliser avec un moteur diesel et avec un moteur essence, et en fait elle est tellement efficace pour améliorer le rendement des moteurs diesel comme essence qu'aujourd'hui on ne rencontre quasiment plus de moteurs commercialisés sans suralimentation. Donc le principe de la suralimentation, c'est d'utiliser l'énergie cinétique des gaz d'échappement qui sont encore chauds et encore sous pression lorsqu'ils sortent du cylindre, d'utiliser cette énergie cinétique pour comprimer les gaz frais dans le cylindre. Et ceci a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ça améliore le rendement volumétrique du moteur. Donc le rendement volumétrique d'un moteur, par définition, c'est le rapport entre la masse d'air qui est admise dans le moteur, ou la quantité d'air qui est admise dans le moteur, et la quantité d'air théorique qui serait admise si ce moteur fonctionnait à pression atmosphérique. Améliorer la quantité d'air introduite dans le moteur ou la quantité de mélange air-essence, ça permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la cylindrée, donc la taille du moteur. Et par conséquent, on diminue également les frottements. On imagine bien que si le moteur est plus petit, si sa cylindrée est plus faible, à la fois le diamètre du cylindre va être plus petit et la course parcourue par le piston dans ce cylindre va être plus petite également, et par conséquent les frottements entre le piston
et le cylindre vont être nettement plus faibles. Donc ça, c'est le premier avantage qu'on rencontre dans les moteurs diesel et dans les moteurs essence. Et puis il y a un deuxième avantage qu'on rencontre beaucoup plus dans les moteurs diesel que dans les moteurs essence, c'est que la suralimentation va limiter les pertes par pompage. Donc pour comprendre les pertes par pompage, il faut se souvenir qu'un moteur diesel ne comprime que de l'air. Et il n'y a rien dans un moteur diesel pour limiter le débit d'air qui rentre dans le cylindre. Donc que ce moteur diesel fonctionne à pleine charge, c'est-à-dire en injectant la quantité maximale de gasoil que l'on peut injecter dans le cylindre, ou qu'il fonctionne à faible charge, en injectant très peu de gasoil dans le cylindre, par exemple au régime de ralenti ou lorsque le conducteur accélère peu, dans les deux cas, le moteur diesel va comprimer toujours la même quantité d'air. Et ça, évidemment, on comprend bien qu'à faible charge, c'est très pénalisant parce que la compression d'une quantité d'air qui ne sera pas finalement nécessaire pour la combustion, la compression de cette quantité d'air entre guillemets inutile, elle va avoir un impact négatif sur le rendement du moteur. Et donc le gros avantage d'avoir un moteur plus petit grâce à la suralimentation, c'est qu'on va limiter les pertes par pompage et puis on améliorera le rendement du moteur à faible charge. Alors revenons au fonctionnement du turbocompresseur. L'air ambiant s'il s'agit d'un moteur diesel ou alors le mélange air-essence s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, cet air ambiant ou ce mélange air-essence sont comprimés dans le compresseur, qui est en règle générale un compresseur centrifuge, ce qui va avoir pour effet d'augmenter leur température. Alors ceci, du point de vue de la suralimentation, ça n'est pas souhaitable, parce que si les gaz sont chauds, ils vont occuper plus de volume et on va en introduire moins dans le cylindre. Donc pour éviter ceci, on utilise ce qu'on appelle un refroidisseur d'air de suralimentation, donc c'est un échangeur thermique sans contact direct entre les gaz chauds et le milieu qui les refroidit. Et le milieu qui les refroidit, ça peut être l'air frais au niveau de la façade du véhicule ou bien l'eau du circuit de refroidissement du véhicule. Et en sortant de ce refroidisseur d'air de suralimentation, les gaz sont à une température plus faible et donc si on l'exprime en termes de masse ou de nombre de moles, la quantité qui va pouvoir pénétrer dans le cylindre sera supérieure. Donc dans ce cylindre se produit la combustion du mélange air-carburant. À la sortie, les gaz d'échappement sont encore à une pression qui est un peu supérieure à la pression atmosphérique. Leur vitesse est très élevée, leur volume est évidemment très élevé. Du coup, on va pouvoir détendre ces gaz d'échappement dans la turbine du turbocompresseur. Cette turbine, elle est reliée par l'intermédiaire d'un arbre en rotation au compresseur et c'est donc évidemment la turbine qui entraîne le compresseur en rotation. Et puis ensuite, les gaz détendus dans la turbine sont expulsés par le système d'échappement du véhicule. Donc voilà comment fonctionne la suralimentation sur les moteurs soit diesel, soit essence. Elle ajoute un peu de complexité, mais elle est tellement efficace en termes d'amélioration du rendement que la quasi-totalité des moteurs actuels en sont dotés. La seule exception qu'on peut trouver encore reste celle des moteurs essence qui sont utilisés dans les véhicules hybrides parce que d'une part, on peut trouver d'autres astuces pour améliorer leur rendement et d'autre part, ce sont des moteurs qui vont avoir une plage de variation de leur régime de fonctionnement qui sera souvent plus faible que les moteurs utilisés sur les véhicules traditionnels et ceci, ça permet également de se passer de turbocompresseurs. Voilà donc cette vidéo consacrée aux transformations réelles et quasi statiques des gaz parfaits ainsi qu'à la présentation de quelques cycles thermodynamiques est maintenant terminée. C'était la troisième et dernière vidéo du chapitre 2. Je vous remercie de l'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires.
Et je vous donne rendez-vous pour la première vidéo du chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, on abordera une fonction thermodynamique très importante qui est la fonction enthalpie. L'enthalpie, c'est une autre fonction thermodynamique qui permet de comptabiliser l'énergie d'un système comme l'énergie interne. Mais l'enthalpie, on va l'appliquer surtout dans le cas des systèmes ouverts et des systèmes à transvasement. Et je vous dis donc à bientôt pour cette première vidéo du chapitre 3.